et développement territorial de la CCI Corrèze, qui vous présentera les résultats du baromètre éco de la Corrèze. Nous vous informons que ce webinaire sera enregistré. Pour qu'il se déroule de la meilleure façon, nous vous invitons à poser vos questions dans le fil de la conversation, et nos intervenants y répondront à la fin de la réunion. Si vos questions n'étaient pas traitées par manque de temps, nous ne manquerons pas de revenir vers vous par la suite. Je passe maintenant la parole à Françoise Kerr pour l'introduction. Bonjour à tous. Alors certes, c'est un plaisir de vous retrouver, vous le comprenez bien. J'aurais eu davantage de plaisir, bien entendu, à ce que vous soyez tout autour de nous, afin que les échanges soient beaucoup plus conviviaux. Mais je ne désespère pas. Ce soir, vous allez tous vous retrouver en boîte de nuit, donc ça va vous détendre. Et forcément, nous allons retrouver à un moment ou à un autre cette convivialité. Je tiens à remercier bien entendu à la fois le directeur territorial de la Banque de France, David Duriez, et son directeur adjoint, Fabrice Bugnon-Muris, pour ce partenariat avec la CCI de la Corrèze. En travaillant de concert avec la Banque de France, ça vous permet de vous offrir un panorama complet de notre économie. Tant sur le plan international, pour l'intervention de la Banque de France, national et départemental, et régional, pardon. Et en ce qui concerne le département, c'est Anne Mambrini-Brenner qui va intervenir pour vous donner la situation actuellement de l'économie corrézienne et le pouls. 2 ans après le début de cette pandémie et après une reprise derrière cette crise sanitaire qui, je le rappelle, n'est pas complètement terminée, nous nous posons tous évidemment des questions de savoir comment se porte l'économie en Corrèze, tout secteur d'activité confondu. Nous allons examiner donc ces résultats. Vous pourrez bien entendu poser vos questions, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et nous nous empresserons d'y répondre. Les grandes lignes de ce baromètre éco, quelles sont-elles? D'abord, il y a une confirmation d'une reprise d'activité, pratiquement tous secteurs confondus, à l'exception peut-être un peu des restaurateurs et évidemment de tout ce qui concerne l'événementiel. Et même si ces résultats en termes de chiffre d'affaires sont plutôt bons, ils sont quand même assez hétérogènes. Il y a quand même un certain nombre de handicaps que nous retrouverons tout à l'heure dans le défilé de nos résultats. C'est que dans la période des 6 mois qui vont venir sur le deuxième semestre, les chefs d'entreprise ont quand même quelques inquiétudes, car inutile de vous dire qu'il y a à la fois les handicaps des difficultés de recrutement que vous avez tous, celui bien entendu de la hausse des matières premières, de la hausse également des hydrocarbures, et on fera peut-être un zoom tout à l'heure sur l'électricité qui empêche certains d'entre vous carrément de fabriquer. Donc je pense qu'il était important de revoir l'ensemble de ces handicaps et essayer autant que faire se peut de vous accompagner pour pouvoir surmonter certains d'entre eux, malheureusement pas tous. La prévision sur les chiffres d'affaires sont plutôt à la hausse. La difficulté aujourd'hui, c'est peut-être davantage sur les marges et nous y reviendrons tout à l'heure. Avant de passer la parole à David Duriez et de vous dire que globalement, le montant des investissements sont toujours à la hausse aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt un bon signe pour l'ensemble de notre économie. Je voulais juste vous rappeler qu'au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie et que l'ensemble des services, bien entendu, sont à votre disposition, à la fois pour vous informer, à la fois pour vous orienter, pour vous aider sur un certain nombre de diagnostics au niveau de l'entreprise et bien entendu aussi d'avoir des réflexions stratégiques et également de vous former. Donc la crise n'étant pas malheureusement terminée, comme nous l'avons été à vos côtés pendant toute cette période des 18 premiers mois, nous le serons encore évidemment pour la continuité de votre accompagnement sur cette après-crise. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vous donner l'ensemble des éléments sur l'environnement international, national et régional. Et je laisse tout de suite la parole à David Duriez, directeur de la Banque de France. Oui, bonjour à tous. Merci Françoise pour ce propos introductif. Bon, j'ai le plaisir encore une fois de pouvoir
participé à cette rétrocession en partenariat avec les CCI. Donc ça fait maintenant quelques années qu'on procède de la sorte. Malheureusement, comme l'a dit Françoise, ça fait quelques années aussi qu'on procède en webinaire et c'est lié très honnêtement à la pandémie. J'aurais dû même être parmi vous. Bon, je le regrette, hein, Françoise au premier chef, puisque j'étais pris aussi par un certain nombre de contraintes sanitaires qui m'imposent de rester un peu isolé. Voilà, donc je vais donc sans plus tarder donc vous faire la présentation. Alors on fera ça en 2 temps avec Fabrice. Je vais davantage me consacrer à la partie internationale et nationale et Fabrice fera un focus sur notre enquête régionale qui a été réalisée par l'interrogation d'un certain nombre de chefs d'entreprise très tôt en ce début d'année 2022 sur la base des résultats prévisionnels 2021. Voilà, donc pour plus de confort, excusez, je le remettrai après, mais couper la caméra pour éviter de prendre de la bande passante et on va laisser essentiellement la place aux diapositives. Est-ce que c'est visible par tout le monde? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Apparemment. Oui. Vous pouvez me confirmer. Bon, bah, c'est parfait. Alors alors tout d'abord, un contexte, macroéconomique, qui distingue 3 phases. On est maintenant dans la 3e année de pandémie, avec une année 2020, hein, qui a été marquée donc par l'émergence de la Covid-19 et la mise en œuvre, hein, des premiers confinements, en tout cas pour ce qui relève de notre pays dès la mi-mars, qui a très largement impacté, la croissance au niveau national, mais qui a également très largement impacté la croissance au niveau mondial. Alors vous voyez que sur la partie monde, hein, bien entendu, grâce notamment à la partie des pays émergents, on a une récession qui a été moins forte que celle qu'on a connue, nous, sur la zone euro, hein, puisqu'elle est à peu près moitié moins importante que celle qu'on a connue sur la zone euro, à moins 6,5. Et la France, nous, on a davantage souffert sur l'exercice 2020, puisqu'on a connu une récession qu'on n'avait jamais connu d'ailleurs depuis l'après-guerre, qui était proche de moins 8%. Alors la deuxième phase et la deuxième année de pandémie a été marquée par une année de rebond, hein, sur 2021, quelles que soient les zones, hein, à la fois au niveau mondial, au niveau européen, et un rebond qui est un peu plus marqué, hein, à notre niveau, au niveau national, puisqu'on est assez proche des 7%. Alors nos estimations nous datent de décembre au niveau de la Banque de France, on est à 6,7%. Des estimations qui sont assez proches de celles de l'INSEE, hein, qui vient de réviser ses estimations assez récemment, à fin janvier, qui escompte à une croissance un peu supérieure, à peu près à 7%, grâce notamment à un dernier trimestre 2021 qui a été un peu supérieur en matière de croissance à ce que nous l'escomptions, notamment grâce à un mois de décembre qui a été un peu plus soutenu malgré l'émergence du variant Omicron. Voilà, donc des rebonds qui sont très importants et qui sont aussi, hein, le corollaire, hein, très concrètement de la récession qu'on a connue, hein, sur l'année précédente. Et d'ailleurs, on peut le voir avec un certain nombre d'autres pays, hein, comme le Royaume-Uni, qui avait connu l'une des plus fortes récessions, à moins 9,4% en 2020, et qui aujourd'hui, hein, en 2021, alors on reste sur des bases prévisionnelles, hein, toujours sur 2021, mais devrait connaître la plus forte croissance de tous les pays avancés, le Royaume-Uni annonce une prévision de croissance au-delà de 7%, à 7,2%. Alors pour l'année 2022, alors en matière de prévision, alors là on a revu, hein, on entre aujourd'hui dans la 3e année de pandémie et donc la continuité de la reprise mondiale qui va s'effectuer, mais qui a été menacée par un certain nombre d'aléas. Notamment, hein, avec la propagation rapide du variant Omicron en fin d'année et qui a contraint un certain nombre de pays à de nouvelles restrictions, hein, dont le nôtre, à la fois sur les déplacements et qui a aggravé, hein, de fait, hein, toutes les pénuries de matières premières qu'on avait connues, hein, déjà sur le 2e semestre 2021. Donc, ce qui fait que l'ensemble des prévisions qu'on avait escomptées même en fin d'année 2021, l'émergence du variant et l'ensemble de ces mesures restrictives ont fait que les révisions ont été, pour la plupart des organismes, hein, revues à la baisse. C'est le cas pour la partie croissance monde, hein, puisque le FMI a revu ses perspectives de croissance à plus 4,4%, pardon. C'est à peu près un demi-point de moins par rapport aux prévisions qu'ils avaient fait il y a quelques mois.
Pour la zone euro, on devrait à peu près être en phase par rapport au niveau mondial, hein, un peu plus de 4%, et la France un peu moins de 4%, donc 3,6%. On y reviendra plus en détail sur la partie nationale. Alors bien sûr, au niveau de l'ensemble des pays, on constate des disparités très, très importantes, hein, notamment si on regarde la partie, les États-Unis, hein, on a eu une récession qui était beaucoup moins importante, une croissance en 2021 assez proche de 6%, et en 2022, une croissance au niveau des États-Unis qui va être un peu plus faible que celle qu'on escomptait, par rapport notamment à un certain nombre d'incertitudes, hein, notamment le retrait anticipé des mesures d'accompagnement monétaire et une persistance de perturbation des chaînes d'approvisionnement au niveau des États-Unis. Alors si on zoome sur la France, c'est ce qui nous intéresse, au premier chef. Alors au niveau de la reprise, alors vous voyez, si on fait un petit retour arrière par rapport à l'année 2020, hein, si on se place sur un niveau 100 à l'année 2020, bon, on a connu, bon, bien entendu, l'effet du premier confinement qui a été très, très sévère en matière de conséquences économiques, puisqu'on est revenu à un niveau à peu près à 70 du niveau d'activité avant crise, pendant la période de confinement. Mais dès le déconfinement, hein, à partir de juin 2020, on a très, très rapidement quasiment rejoint le niveau d'avant-crise. Alors, on l'a tutoyé sans vraiment jamais le rejoindre, puisqu'on est resté à peu près sur un plateau autour de 96-97 du niveau d'activité d'avant-crise, avec un petit décroché, même vous pouvez le voir sur la partie novembre 2020, qui correspondait là aussi au second confinement. Alors depuis, on a rejoint complètement le niveau d'avant-crise, véritablement à partir de l'été 2021. On a atteint un niveau 100 et depuis, on se maintient à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on a effacé, hein, en fait, tous les effets, de la crise. À peu près, il a fallu 1 an et demi à peu près pour effacer tous les effets, de la crise et retrouver le niveau d'avant-crise. Donc on a un PIB, hein, qui progresse, sur le dernier trimestre, hein. Vous voyez, on a un peu augmenté nous aussi nos perspectives, de croissance. On est à 101%, enfin en gros 1 de PIB en plus sur les mois de novembre-décembre. On va se maintenir sur le mois de janvier et la tendance devrait, se confirmer, sur février et mars. On estime même, à 1,5 enfin de supplémentaire au premier trimestre, pour l'activité. Voilà, sur la slide suivante, alors vous pouvez voir alors tous les points clés au niveau de nos projections. Heu, alors là, vous voyez sur la partie PIB, donc on vient d'en parler, donc une croissance alors par rapport à notre horizon de prévision, hein, qui va jusqu'à 2024, hein. Pour la première fois au mois de décembre, on a publié sur des éléments macroéconomiques et des projections jusqu'à horizon 2024. On peut voir, hein, les effets. Alors 2019, avant crise, hein, on était sur une croissance, relativement faible et à peu près proche des standards de ceux qu'on connaissait, depuis quelques années. Le décrochage de 2020 et le rebond sur 2021-2022 et 2023-2024, on devrait retrouver des niveaux de croissance, somme toute assez proches de ceux qu'on avait, avant la crise sanitaire. Donc bien sûr, on y reviendra après. Il y a quelques facteurs, hein, qui ont pesé et qui continuent de peser, hein, temporairement. On y reviendra, hein, notamment sur les difficultés d'approvisionnement, et les difficultés liées aux effets de l'inflation. Alors l'inflation, elle est mesurée par, un indicateur, hein, bon, l'acronyme un peu barbare, hein, IPCH, l'indicateur des prix à la consommation harmonisée, alors qui est, juste pour un point de vue, technique, hein, c'est une mesure de l'inflation qui est faite au niveau européen pour permettre la comparaison entre les pays, mais qui est un peu différente de l'indice des prix à la consommation sur lequel, qui a plutôt, tendance à être communiqué au niveau national par l'INSEE, hein, qui sont qui ont vocation notamment le poids de certains paramètres, notamment de la partie énergie, est différent au niveau de l'IPCH et de l'IPC, ce qui fait que généralement, l'inflation qui est communiquée, par l'INSEE est légèrement inférieure à celle de l'IPCH, qui est un instrument de comparaison, hein, je vous disais, au niveau des États européens. Alors on est sur des moyennes, hein, donc les chiffres que vous voyez sur 2021,
en 2021 une augmentation de l'inflation en moyenne, hein, qui est estimée à 2,1%, on est toujours sur des estimations, et qui va continuer de progresser, hein, sur l'horizon 2022. Donc en fait, la dynamique de l'inflation, vous la voyez, elle comporte globalement 2 phases et on devrait atteindre un pic sur le premier trimestre 2022, hein. Donc on est déjà sur une tendance très, très largement haussière. Un pic qui devrait être autour de 3,5 en glissement annuel, hein. Donc là, c'est des évolutions, aujourd'hui, l'INSEE, a publié ses chiffres récemment. Pour le mois de février, on était en glissement annuel à 3,3. C'est-à-dire que c'est l'augmentation et l'inflation qui est constatée entre février 2022 et février 2021. Donc bien faire la différence entre la moyenne que nous, on constate à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que sur 2022, notre estimation, hein, c'est l'estimation de la Banque de France qui date de la fin d'année, on estime une inflation moyenne sur l'année 2022 qui serait de l'ordre de 2,5%, avec une inflation qui serait beaucoup plus importante sur le premier semestre 2022 et qui va décroître progressivement pour atteindre un rythme en deçà de 2% en fin d'année 2022. Au-delà, hein, sur notre horizon de prévision, on devrait être voilà, sur des niveaux d'inflation qui seraient entre 1,5 et 1,6. Alors des niveaux d'inflation qu'on n'avait pas l'habitude de connaître depuis 2010, depuis la crise financière, hein, très clairement, depuis la crise financière et la crise sanitaire, on était sur des niveaux d'inflation qui étaient anormalement bas. On va plus retrouver en fait des niveaux d'inflation qu'on avait même avant la crise financière. Donc ça veut dire que sur une inflation qu'on avait pré-Covid et qui était d'une inflation qu'on constatait entre 2002 et 2007. Voilà, donc il faut s'habituer à des niveaux d'inflation qui vont être somme toute assez proches de 2%, hein, ce qui est le mandat aussi fixé au niveau de la Banque centrale européenne, c'est d'avoir un niveau d'inflation en deçà, mais assez proche des 2%. Voilà, donc on va être sur une bosse d'inflation, hein, qui va être plus haute et plus longue que prévu, hein, donc compte tenu de tous les aléas qu'on va évoquer. Mais on pense, hein, et on continue de penser que celle-ci sera temporaire au niveau des prix, des intrants et des prix des matières premières. Si on regarde sur la partie des fondamentaux, sur ce qui a porté en fait la croissance sur l'année 2021 et ce qui va continuer de la porter sur les années 2022. Bon, vous voyez que sur 2021, c'est notamment et surtout sur le premier semestre, la partie investissement des entreprises, hein, qui a porté la croissance et dans une moindre mesure la consommation des ménages, puisque la contribution voilà, était à 4,6% au niveau de la consommation des ménages. Alors c'était surtout vrai sur le second semestre 2021, puisque la consommation a pris le relais de l'investissement des entreprises. Et c'est sur 2022, la consommation des ménages va être le principal contributeur et le principal moteur de la croissance au niveau national. Voilà, dans ce contexte, on a un taux de chômage, hein, c'était plutôt la bonne surprise. On était très loin d'imaginer que, grâce à toutes les mesures qui ont été mises en place, hein, les mesures notamment en matière de chômage partiel, qui ont permis d'éviter à la fois les défaillances d'entreprises, un certain nombre de licenciements massifs. Donc le taux de chômage qui est resté autour de 8%, c'est plutôt une bonne surprise et qui va rester sur notre horizon de prévision assez proche, hein, finalement de 8% pendant les 3 années à venir. Alors sur la slide suivante, si vous voulez bien. Voilà, ça c'est simplement pour vous présenter alors les différentes projections qu'on faisait, puisque nos projections macroéconomiques sont faites à un rythme trimestriel. Et donc on a eu de cesse de revoir, hein, toutes nos prévisions. Et vous voyez que pour 2021, chaque fois qu'on évoluait, c'était plutôt la bonne surprise. On avait, si vous voyez depuis le T4 2020, le dernier trimestre, on escomptait une croissance de 5% en 2021. Un an après, la croissance est estimée plutôt autour de 7%. Donc c'était des éléments qui sont plutôt favorables. 2022 et 2023
On en a parlé. Pour la première fois sur 2024, on va avoir on a établi une prévision de croissance, alors qui est autour de 1,4. Alors ça, c'est un des sujets, hein, principaux. Bon, parce qu'on a une croissance qui retombe en dessous de 1,5. C'est ce sur quoi notre gouverneur insiste systématiquement et c'est ce qu'il faut changer. Il faudrait essayer de gagner, grosso modo, un demi-point de croissance potentielle, chaque année, pour atteindre un niveau suffisant en matière de croissance, hein, qu'on estime, autour de 2. 1,4, c'est une croissance, à notre sens, hein, qui est insuffisante et qui ne pourra se faire que par, un certain nombre de transformations, qui peuvent être, hein, notamment, hein, tout ce qui peut se faire au niveau de la révolution numérique et de la transition écologique, qui sont, hein, et qui vont être des leviers de croissance, importants dans les années à venir. Voilà, donc 1,4, ça suppose un certain nombre de réformes sur lesquelles on va revenir un petit peu après. Alors au niveau de la croissance, du PIB en volume, alors vous voyez que là, c'est assez flagrant, hein, que l'économie française, hein, rattrape, hein, sa trajectoire de croissance à partir de 2023, hein, sa trajectoire de croissance antérieure, hein, celle qui était antérieure à la crise. Et vous voyez sur la ligne, hein, c'est la richesse produite, hein, qui correspond à 2 461 milliards sur notre horizon de prévision. 2 461 milliards d'euros, c'est la richesse produite en fait par l'État. Bon, ça c'est un peu un corollaire de l'autre, donc je vais passer assez vite. Ouais, on peut passer à la slide suivante si vous voulez bien. Ça n'apparaît pas. Voilà. Au niveau de, on en a raté une, je crois. Ouais, c'est juste celle d'avant, si vous voulez bien. Oui, parfait. Oui, alors, dans le contexte de crise qu'on a pu connaître, ce qui est important de souligner, c'est la dynamique entrepreneuriale qu'on a constatée, au niveau national et au niveau régional, hein, puisque vous voyez que la tendance est à peu près la même, qu'on se positionne au niveau national, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a constaté, hein, 996 000, hein, créations, d'entreprises en 2021. Alors c'est un record, hein, on n'en a jamais créé autant. Alors, mais il faut quand même avoir un petit bémol puisque, sur 2 entreprises sur 3, hein, qui ont été créées, ce sont essentiellement des micro-entreprises. Voilà, donc un chiffre proche du million d'entreprises créées, mais à relativiser, hein, par rapport à la nature des entreprises créées. Alors il y a 3 activités principales, hein, qui ont porté en fait les créations d'entreprises, hein, en 1er chef, c'est les activités financières et d'assurance. En 2 sont plutôt les services aux ménages et les entreprises dans le secteur de la communication également qui ont été assez dynamiques et pour lesquelles on a constaté un certain nombre de créations d'entreprises. L'autre point l'autre point significatif, et vous le voyez, hein, et c'est notamment grâce à l'ensemble des mesures qui ont été mises en œuvre, les défaillances d'entreprises, hein, qui étaient craintes pendant un moment, on craignait, pardon, un certain nombre de défaillances d'entreprises ou un tsunami de faillite quand on lisait les médias dès lors qu'on est entré dans la crise sanitaire. Ça a été loin d'être le cas puisqu'on n'a jamais connu, aussi peu de défaillances d'entreprises sur l'année 2020, puisque c'était le plus bas niveau qu'on avait constaté, depuis plus de 30 ans. Et en 2021, on a encore diminué, hein, on a encore moins de défaillances d'entreprises, que l'année précédente. Alors, sur une année normale, hein, on est autour de 50 000 défaillances d'entreprises, hein. En 2019, c'était 52 000 et en 2020, on a enregistré, hein, uniquement 32 000 défaillances et un peu plus de 28 000, sur l'année 2021. Donc des chiffres qui sont relativement bas. Alors, on n'aura pas d'effet de rattrapage, hein, les entreprises, alors il y a certaines entreprises qui ont été soutenues et il y aura des défaillances d'entreprises, bien entendu, en 2022, mais celles qui étaient fragiles, qui ont pu le rester, évidemment, c'est peut-être qu'un effet report, mais on devrait être assez proche et retrouver des niveaux assez proches en termes de défaillance que ceux qu'on avait avant crise, mais il n'y aura pas d'effet de rattrapage, en tout cas, de la baisse qu'on a pu constater sur les années 2020 et 2021. Alors là, on a un petit chiffre qu'on a. Alors,
ce ne sont pas des statistiques qui émanent de la Banque de France, mais du Conseil national des greffes des tribunaux de commerce, où on peut constater qu'en termes de création et de radiation, hein, ça reprend ce qui était dit sur la slide d'avant, en termes d'immatriculation, vous voyez la dynamique très très importante, hein, plus 30% au niveau national, plus 20% en Corrèze, et à l'échelle du pays, c'est 150 000 immatriculations de plus qu'en 2020. Alors, les radiations d'entreprise, c'est un peu atypique puisqu'on constate une progression des radiations d'entreprise, alors qui est un petit peu moins prégnante sur la partie corrézienne. Mais il faut constater, hein, que dans 47% des radiations, donc à peu près une radiation sur deux, c'est à la suite d'une décision volontaire du dirigeant et pas par rapport à des difficultés qu'il aurait pu connaître dans le cadre de son activité. Donc c'est des changements soit des changements d'activité, soit des dirigeants d'entreprise qui souhaitent s'orienter vers d'autres activités et qui ont décidé de cesser leur activité habituelle, celle qu'ils avaient l'occasion de faire. Sur les procédures collectives, des chiffres encore très très à la baisse, et notamment sur la partie départementale où on se distingue quand même très très largement. 50% quasiment de procédures collectives en moins à l'échelle de la Corrèze. Pour être très très précis, on a eu 87 seulement procédures collectives qui étaient enregistrées sur l'année 2021 pour la Corrèze contre 168 l'année dernière. Donc voilà, 50% quasiment d'ouverture de procédures collectives en moins. Alors, oui, voilà, si vous voulez. Alors, je voulais simplement faire un focus. J'avais l'habitude de communiquer, hein, sur ces différents éléments, puisque dans le contexte, hein, de crise, bon, il y a un réflexe assez naturel, hein, qui se produit, c'est une épargne de précaution, hein, compte tenu de l'incertitude liée à la crise sanitaire et derrière les conséquences économiques qu'il peut y avoir. Donc on peut voir que depuis 2020, alors ça, ce qui est caractérisé sur ce diaporama, c'est l'épargne supplémentaire. C'est-à-dire que c'est le surplus d'épargne qui a été constitué par rapport à l'épargne classique que les ménages peuvent faire dans un cycle normal, en fait, sans crise, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez qu'un peu plus de 170 milliards d'euros ont été accumulés depuis mars 2020 pendant toute la pandémie, et c'est ce surplus d'épargne financière, hein, qui est très très important et qu'on a constaté dans tous les pays, hein, puisqu'à peu près dans tous les pays, y compris, hein, dans les pays où les taux d'épargne étaient relativement faibles, hein, comme les pays anglo-saxons, le taux d'épargne a significativement augmenté. Alors pas forcément pour les mêmes raisons, hein, puisque les pays anglo-saxons, c'était plus par absence, on va dire, d'opportunités de consommation. Donc c'était plus une épargne forcée qu'une épargne de précaution. Voilà, pour autant, ce taux d'épargne, en fait, dans beaucoup de pays, hein, était équivalent entre 15 et 20% de taux d'épargne, et même un peu plus pour la France, puisqu'on était au-delà de 21% de taux d'épargne, ce qui est très très important. Alors nous, on estime, hein, au niveau de nos projections, et c'est le scénario central qu'on a retenu, c'est que sur ces 170 milliards d'euros, on escompte qu'un cinquième de ce bas de laine, hein, entre guillemets, devrait être consommé d'ici 2024. Voilà, donc ça veut dire un peu moins de 40 milliards d'euros qui devraient profiter, hein, directement à la croissance, puisqu'on le retrouvera directement au niveau de la consommation des ménages. Alors ça, c'est une réserve de croissance très, très importante, hein, et c'est vrai que c'est l'un des aléas qui fait qu'en fonction de la désépargne, qu'elle soit plus ou moins importante, et de la consommation induite derrière, ça pourra impacter plus ou moins la croissance et le rebond qu'on pourra avoir derrière. Voilà, en termes de PIB, si on le rapproche au PIB, c'est à peu près un réservoir de croissance de l'ordre de 7% de PIB, hein, et c'est à peu près le même constat qu'on peut avoir au niveau européen. Alors, autre point sur lequel on communique assez régulièrement, c'est la partie inflationniste. Alors, sachez que sur les diaporamas de gauche, hein, ce sont les difficultés d'approvisionnement
que les chefs d'entreprise, hein, dont vous, chefs d'entreprise, dont vous nous faites part lors de nos enquêtes, hein, qu'on fait tous les mois en vous contactant. À peu près aujourd'hui, un peu plus, hein, d'un chef d'entreprise sur deux fait état de difficultés d'approvisionnement. Vous voyez qu'on fait cette enquête, si on regarde le rétro-planning, on est, voilà, depuis le mois de mai, tous les mois, on est à peu près, hein, qu'on soit sur l'industrie ou sur le bâtiment, la moitié des chefs d'entreprise qui font état de difficultés d'approvisionnement et qui continuent de nous faire état de ces difficultés. Alors, lors de notre dernière enquête, d'ailleurs, on a demandé, hein, aux différents chefs d'entreprise quelle était la durée anticipée des difficultés d'approvisionnement. Alors, selon eux, pendant combien de mois, voire d'années, ça pouvait durer. Bon, 73 hein, des entreprises qu'on a interrogées au niveau de l'industrie estiment, hein, que les difficultés ne devraient pas durer plus d'un an. Et c'est à peu près les trois quarts, hein, 75 des entreprises dans le bâtiment qui pensent que ça durera pas plus d'un an. Alors bien sûr, on a des disparités, hein, selon les secteurs, secteurs d'activité. Je pense notamment au secteur de l'automobile où on n'est pas sur des mêmes niveaux, hein. On a à peine plus de 60 des entreprises, hein, de ce secteur qui pensent que ces difficultés, hein, seront résorbées d'ici fin 2022. Voilà, donc on est sur des niveaux un peu moins importants. Donc ces difficultés d'approvisionnement, alors elles se traduisent par quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, sur l'indicateur d'inflation, mesuré par l'IPCH, avec un niveau d'inflation qui est très, très important et un pic, hein, qu'on va atteindre. On distingue bien, hein, sur le graphique de droite les 2 phases, hein, dont on parlait tout à l'heure, avec un pic d'inflation qui devrait être atteint, donc début 2022. Alors bon, plus ou moins, hein, fin du premier trimestre 2022. Donc à partir de 2022, une stabilisation, donc plus une baisse en fait des prix du pétrole qu'on anticipe, hein. Alors on anticipe une baisse des prix du pétrole par rapport aux différents éléments qu'on peut avoir et notamment sur l'analyse des contrats à terme sur le marché pétrolier. Donc on devrait retrouver, alors après cette bosse de 2021-2022, une inflation qui reviendrait à 1,5-1,6 en 2023 et 2024. Voilà. Et là encore, on ne va pas retrouver donc un niveau d'inflation tel qu'on le connaissait avant la crise, mais plutôt, hein, un niveau d'inflation comme on l'a connu plutôt sur le cycle 2002-2007. Donc, ce qui nous permet d'avoir cet élément de comparaison. Alors par contre, la différence qu'on aura, hein, sur la partie inflation, c'est que les composantes de l'inflation ne seront pas forcément les mêmes. Bon, vous savez aujourd'hui que l'inflation est très très largement tirée par les prix de l'énergie et les prix alimentaires, donc notamment liés au prix des intrants qui se répercutent aussi sur les prix directement à la consommation. Bon, sur l'horizon 2023-2024, on devrait, hein, retrouver des prix des intrants en faible proportion, en faible variation, c'est-à-dire qu'on aura un niveau d'inflation sur ces intrants qui devrait être entre 0,5 et 1 mais par contre une augmentation, hein, de la composante service, hein, donc une augmentation liée au salaire qui serait un petit peu plus importante. Et là encore, un rythme qui serait autour de 2,5, alors selon les études, entre 2,5 et 3 donc un rythme qui serait finalement identique, là encore, à celui de la période 2002-2007. Voilà, donc il faut s'habituer à avoir un niveau d'inflation assez proche finalement de 2 avec des prix des services, hein, qui seraient au-delà des 2 entre 2 et 2,5 sur notre horizon de perspective de croissance, sur notre horizon de prévision, pardon. Alors ces tensions inflationnistes, hein, qu'on constate, alors là, c'est l'évolution par rapport au prix. Alors je crois qu'on j'ai dû rater une slide sur celle d'avant, mais peu importe si on pouvait juste revenir. Oui, voilà. Bon, il y a différents éléments aussi qui expliquent le niveau inflation. On a bien entendu aussi un effet de base, hein, qu'on peut constater, puisque vous voyez que sur 2020, quels que soient les secteurs, quelles que soient les zones, on était sur des niveaux d'inflation relativement faibles dans un contexte de crise. Et pour nous, des facteurs qu'on estime également temporaires, notamment au niveau d'un ajustement de l'offre et de la demande qui est assez classique en période de crise. C'est-à-dire que la demande est très très importante et les chaînes d'approvisionnement ne sont pas en capacité de produire et d'offrir, hein, finalement, pour répondre significativement à la demande qui est très très largement excédentaire.
Donc on va avoir un pic au niveau de l'indice des prix à la consommation. Alors là, pour ressortir un petit peu de nos chiffres à nous, hein, bon, vous voyez que en termes d'inflation au niveau national, grâce aux différentes mesures, hein, qui ont pu être mises en œuvre, on a une inflation quand même qui est moins importante que celle qu'on constate partout ailleurs, hein, notamment au niveau de la zone euro. Si on regarde de mois à mois, par exemple, je vous disais tout à l'heure sur les indicateurs de l'INSEE, au mois de janvier, on était sur une progression de 2,9% des prix en glissement annuel. Si on regarde par rapport à d'autres pays, l'Allemagne est proche de 5, l'Espagne de 6, la Belgique de 7,5, comme les États-Unis. Donc voilà, on est quand même sur un impact d'augmentation des prix qui est un peu moins important au niveau national que ce qu'on constate dans la plupart des autres pays. Alors le point principal, hein, qui explique notamment l'augmentation de... Alors voilà, on peut passer sur celle d'après, la slide d'après s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, c'est le principal point. Alors là, ça c'est l'évolution du cours du pétrole. Alors il nous semblait intéressant de vous l'indiquer, alors pour plusieurs raisons. La principale étant que, effectivement, c'est l'augmentation en fait des prix de l'énergie, hein, sur l'année 2021 qui explique aujourd'hui le niveau d'inflation. Alors sur l'année 2021, les prix de l'énergie ont progressé de 10,5%. Notamment sous l'effet du gaz, hein, puisque on était à plus 24%, et les produits pétroliers 13,5%. Alors ça, c'était en moyenne, bien sûr, sur l'ensemble de l'année, mais vous l'avez constaté, hein, depuis plusieurs mois, sur la partie notamment pétrole, on est largement au-delà, hein, puisqu'on est à plus de 20% sur certains mois en fin d'année, ce qui impacte, hein, significativement le pouvoir d'achat et les prix, notamment à la pompe. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà connu, parce que si vous regardez voilà, sur ce graphique, que quand on post-crise financière, en 2012, on avait atteint un pic au niveau du baril, où le baril était au-delà de 126 $, le Brent, et aujourd'hui, enfin hier, on était à 93 $. Donc quelque chose qu'on a déjà connu sur les années antérieures. Et pour vous montrer que voilà, sur cette partie-là, alors, qui représente assez peu finalement dans l'indice des prix à la consommation, puisque la part de l'énergie représente moins de 10%, hein, sur le panel qui est pris, mais ça pèse aujourd'hui pratiquement pour un point d'inflation. Et si on regarde au niveau de la zone euro, hein, c'est l'augmentation du prix de l'énergie, hein, elle a contribué aujourd'hui à la moitié de l'inflation actuelle. Donc c'est très très important, et ce qui nous laisse à penser, hein, que voilà, une fois que les prix de l'énergie se seront, et notamment au niveau du pétrole, vont revenir à des niveaux inférieurs, le niveau de l'inflation va refluer significativement pour atteindre moins de 2% en fin d'année 2022. Alors, l'autre problématique, au-delà de l'inflation, et qui est plus inquiétante pour nous au niveau long terme, c'est les difficultés de recrutement constatées par les chefs d'entreprise. Alors post-crise, on a un élément qui est très, très favorable, hein, on l'a dit tout à l'heure, le marché de l'emploi qui a été très positif, hein, avec voilà, la création au niveau des emplois salariés privés, hein, de plus de 600 000 emplois, et une progression donc supérieure à 3%. Ah, donc on avait retrouvé un niveau d'emploi salarié dès la fin juillet 2021 par rapport au niveau qu'on avait d'avant-crise. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Maintenant, le côté négatif, ce sont les difficultés de recrutement qui sont constatées par les chefs d'entreprise. Là encore, on interroge tous les chefs d'entreprise chaque mois. Il y a plus d'un chef d'entreprise sur deux, hein, quel que soit le secteur d'activité, qui nous fait état de difficultés de recrutement. Voilà, donc aujourd'hui, la principale inquiétude qu'on a, hein, c'est l'insuffisance de l'offre de travail disponible. Et c'est celle-là qui nous manque, hein, puisque aujourd'hui on manque pas de dépenses publiques, hein, on l'a vu, hein, avec toutes les relances keynésiennes et l'argent public qui a été dépensé pour faire face. On manque pas non plus de capital, mais par contre, on manque de travail. Donc on va revenir à un niveau de difficulté qu'on a connu avant la crise. On voit coexister des difficultés de recrutement pour près de la moitié des entreprises, avec un nombre important de chômeurs, hein, parce qu'on est encore à 2,4 millions de chômeurs, et sur ce panel, 600 000 jeunes.
Voilà, donc ça, c'est un paradoxe au niveau économique et social qui n'est pas acceptable, hein, très clairement. Et il faut passer par un certain nombre de réformes. Alors, si on compare par rapport à l'Allemagne, parce qu'on prend souvent comme comparaison l'Allemagne, hein, si on regarde, on a un déficit de taux d'emploi par rapport à l'Allemagne qui représente aujourd'hui près de 3 millions d'actifs et qui est notamment concentré essentiellement sur les jeunes et les seniors. Alors, tout ça pour dire que voilà, il faut qu'on fasse un effort sur la partie recrutement des jeunes. Alors, il y en a qui ont été faits, hein, donc il faut insister notamment sur tout ce qui est formation et apprentissage. Alors, notamment grâce aux mesures de l'État, hein, il y a quand même 718 000 contrats qui ont été signés, mais on a encore une marge de manœuvre très très importante, notamment par rapport à notre voisin allemand. Et il faut une réforme aussi juste des retraites. Et bon, là, on rentre dans la politique, hein, mais c'est vrai qu'il faut aussi un dispositif d'assurance chômage qui incite sur le long terme au travail et pas à l'inertie. Donc, ce qui est quand même assez un objectif assez ambitieux, mais qui peut être atteint. Hein, l'objectif étant d'ici 10 ans d'atteindre le plein emploi. Alors, le plein emploi, c'est un taux de chômage assez proche de 5%. Si on met en place un certain nombre de mesures, c'est envisageable à horizon de 10 ans. Alors, l'autre problème, l'autre grand défi français, on va dire, c'est l'endettement public quand on constate avec une dette publique au niveau national qui est très, très importante. Alors, on le voit, hein, le décroché hein, qui correspond aux mesures du quoi qu'il en coûte. Alors, c'est pas tant les 15% supplémentaires du quoi qu'il en coûte qui sont inquiétants, mais c'est plutôt les 100% antérieurs qu'on a connus. Et c'est sur celle-là qu'il faut travailler aujourd'hui. On a des dépenses publiques hein, enfin, on est je crois en tête de tous les pays avancés en matière de dépenses publiques, puisque ça représente à peu près 55% de notre PIB aujourd'hui, et c'est à peu près 10 points de plus que la zone euro. Voilà, donc on est quasiment les champions en matière d'endettement public, donc il faut envisager, hein, le principal défi, hein, c'est d'envisager une stratégie de désendettement à horizon de 10 ans pour essayer de revenir hein, en deçà des 100%. Alors ça passe par différents éléments, ça passe par la durée, hein, donc il faut faire ça et il faut prévoir un plan de désendettement sur 10 ans. Ça passe par la croissance qu'on a vue, hein, 1,4% à horizon 2024, c'est pas suffisant, il faut un certain nombre de réformes et porter un certain nombre de projets pour essayer de tendre vers une croissance de 2%. Et ça passe aussi hein, par une réduction et une meilleure maîtrise des dépenses publiques. Alors, il ne s'agit pas forcément de réduire significativement les dépenses publiques, mais freiner à minima la hausse annuelle des dépenses publiques. Puisque si on reste à politique inchangée, hein, aujourd'hui, on a fait un certain nombre de simulations, le ratio de dette publique rapporté au PIB resterait autour de 110%. Si on augmente en volume les dépenses publiques de 0,5%, on arriverait à baisser ce ratio à un niveau assez proche de 100%. Et si on est sur une croissance nulle des dépenses publiques, ce ratio descendrait en dessous à 90%. Voilà, donc tout l'enjeu est là, hein, c'est-à-dire de mieux maîtriser les dépenses publiques et surtout de mieux les orienter vers un certain nombre de dépenses, notamment les dépenses d'avenir, l'éducation et les investissements stratégiques. Alors d'autant qu'en plus de l'endettement, on est le pays, alors si je peux passer sur la slide après, le pays où on connaît la pression fiscale la plus importante, hein, bon, puisqu'on voit sur je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, ouais, sur la slide d'après, s'il vous plaît, je ne le vois pas avancer. Bon, ça ne progresse pas. Ça bouge plus là, le diaporama, ou c'est que pour moi? A priori, David, c'est que pour vous. Le slide qui s'affiche, c'est le poids des prélèvements obligatoires. D'accord. Bon, écoute, ouais, c'est bon, ça vient de passer à l'instant. Bon, c'est mon débit.
Voilà, on voit que en plus de cet endettement public, on voit qu'on a une pression fiscale qui reste très très importante en France. Puis bon, c'est aussi la conséquence de nos choix de société, puisque un tiers de ces prélèvements obligatoires concernent notamment les cotisations sociales, et qui servent à financer derrière les prestations sociales. Donc on a un poids de ces prélèvements obligatoires qui représente un peu moins de 50%, alors qui a eu tendance à baisser sur 2020, parce que ça c'est des chiffres un peu anciens, mais on n'a pas les chiffres définitifs, mais qui a baissé en 2020 et légèrement en 2021, mais qui nous positionne très très largement au-dessus de la zone euro. Et je crois qu'à l'exception de la Suède, il n'y a pas d'autres pays pour lesquels la pression fiscale est aussi importante. Donc, c'est vrai que notre modèle social et environnemental, il coûte en France bien plus cher que sur l'ensemble de nos voisins européens. Alors pour finir, je vais vous faire un focus sur la partie dette des entreprises et notamment sur la partie des prêts garantis par l'État. Alors vous voyez que sur les prêts garantis par l'État, alors bon, vous le savez, sur les prêts garantis par l'État, ce qui représente un peu plus de 140 milliards de PGE qui ont été distribués, 143 milliards d'euros précisément, pour environ 700 000 entreprises pour lesquelles ça a été distribué. Donc, possibilité dans un premier temps de différer sur un an et d'amortissement par la suite, a été compte tenu des difficultés du contexte de crise qui perdurait, la possibilité d'avoir un deuxième différé pour un grand nombre d'entreprises. Alors, vous voyez sur l'ensemble des chiffres qui peuvent apparaître à l'écran, vous voyez que la plupart des chefs d'entreprise ont pris la décision d'amortir leur PGE, 84%. Alors, très peu ont remboursé, mais quand même 16%. Ce sont des entreprises pour lesquelles les PGE avaient été souscrits pour des raisons de confort, et notamment compte tenu de l'incertitude qu'il pouvait y avoir. Donc ceux-là l'ont remboursé dès la première année. Pour les autres, ils ont fait le choix de l'amortir. Alors la moitié ont bénéficié du second différé pour l'amortir à horizon d'1, 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans dans la foulée. Et les autres ont décidé de l'amortir sur 5 ans de manière très simple et de ne pas profiter du second différé. Alors, il y a la possibilité, on y reviendra peut-être sur les questions, même si ce n'est pas forcément l'objet, on a signé un accord de place avec l'État, avec Bercy et la médiation du crédit, pour pouvoir restructurer les PGE pour un certain nombre d'entreprises qui en feraient la demande, et notamment possibilité de rembourser le PGE sur une durée plus longue. Il peut aller de 8 à 10 ans, avec un nouveau différé de 6 mois, dans des conditions qui sont bien définies et bien précises, donc qui reviennent finalement à restructurer de la dette, et pas seulement de la dette liée au PGE, mais aussi de la dette bancaire. Donc c'est des entreprises pour lesquelles il est avéré qu'ils ne seront pas en capacité de rembourser ce PGE. Ils peuvent nous solliciter au titre de la médiation du crédit, sous réserve de nous communiquer un certain nombre d'éléments. Et s'il y a des perspectives avérées de retournement, on a possibilité pour nous de proposer une restructuration de ces prêts garantis par l'État. Voilà, donc les entreprises qui ont fait le choix, alors c'est peu, 52% ont fait le choix d'amortissement avec premier différé plus le second, 32% qui ont amorti directement après la période. Donc c'est une vision un peu différente, mais qui veut dire strictement la même chose. Alors le dernier point sur la dernière slide, alors c'est l'accompagnement en sortie de crise sur les. Je ne sais pas s'il figure, moi je ne vois pas passer. Ouais, sur la slide 20. Je vais avoir un problème. L'accompagnement en sortie de crise. Alors, est-ce que tout le monde voit le graphique avec les magnifiques ronds rouges et verts? C'est Oui, oui, visible tout pour à vous? fait. Ouais, Oui, bon, oui, parce tout que à moi je fait, ne l'ai pas à merci. l'écran. Bon. Alors vous voyez, ce qui est important pour nous, c'est que ce qu'on constate, alors il est un peu difficile à lire, il faut simplement s'intéresser à la partie en haut à gauche de cadran sensible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au niveau de la Banque de France, on a suivi toutes les entreprises qui, pour nous, sont, on est en veille par rapport à un certain nombre d'entreprises qu'on peut estimer en difficulté, ou qui sont susceptibles en tout cas de connaître des difficultés.
Alors, sur quelle base on s'est appuyé? C'est les entreprises qui ont vu leur trésorerie diminuer et concomitamment qui ont vu leur endettement progresser. Alors, vous voyez, il y a 2,4 c'est le rond vert en haut à gauche. Ça, c'est les entreprises qui ont souscrit un PGE et qui sont dans ce critère-là, hein, augmentation de l'endettement et diminution de la trésorerie. Et ceux qui n'ont pas souscrit de PGE, 11,4 Voilà, donc ce sont à peu près 14 de ces entreprises qui, pour nous, sont dans un cadran estimé sensible et qui font l'objet d'une vigilance particulière, secteur par secteur. Alors, dans ces 14 bien sûr, toutes ne sont pas en difficulté et nous, on a fait le rapprochement par rapport à la cotation des entreprises, hein, qu'on attribue à toutes les entreprises que l'on cote sur la base bilancielle. Et on a sur ce panel de 14 d'entreprises, pratiquement la moitié qui ont des cotations qui sont parmi les meilleures, donc pour lesquelles on ne relève pas de difficultés particulières au regard des fondamentaux économiques. Par contre, on a à peu près 6 à 7 des entreprises sur ce cadran-là qui vont faire l'objet d'un suivi attentif, puisqu'ils ont des cotations qui peuvent, pour certaines, être soit pas bonnes, soit ont été dégradées et qui font voilà, qui voient leur endettement et leur ratio de liquidité se dégrader également. Donc 6 à 7 avec des secteurs qui sont plus ou moins touchés, hein. Bien entendu, si on s'intéresse notamment à le secteur le plus touché, la partie hébergement-restauration, on est plus sur des ordres de grandeur de 10 à 13 sur ces entreprises-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur ces entreprises? On est en veille, hein, et c'est pour ça on travaille main dans la main avec le conseiller départemental à la sortie de crise au niveau local, hein, c'est la DDFIP, hein, qui traite, qui est conseiller départemental de sortie de crise, hein, Virginie Perugini pour la Corrèze. Et on est amené, voilà, à suivre et à proposer, le cas échéant, hein, quand il y a lieu, un certain nombre de dispositifs ou d'aides à ce type d'entreprise en amont pour éviter des difficultés ultérieures. Voilà, alors juste pour finir et pour conclure, hein, sur mon propos sur la partie macroéconomique. Alors, bien entendu, hein, les scénarios qu'on vous a présentés, hein, sont des scénarios que nous, on privilégie, mais un certain nombre d'éléments, hein, d'incertitude qu'on ne peut pas ignorer, hein, notamment l'évolution de l'épidémie sur lequel on n'a pas forcément parfois beaucoup de visibilité. S'ajoutent à ça les incertitudes géopolitiques, hein, notamment en Ukraine, qui peuvent impacter plus ou moins nos prévisions de croissance. Et on a des aléas qui restent relativement importants sur l'activité et sur l'inflation. Alors, aléas qui peuvent être bien entendu positifs. Ça peut être notamment le cas, hein, sur une consommation plus rapide, hein. Si les consommateurs retrouvent la confiance, on sait qu'ils vont consommer davantage et ce sera peut-être davantage que les 40 milliards qu'on estime au niveau du surplus d'épargne financière qui a été accumulé. Et ça peut être aussi un certain nombre de gains d'efficacité par des réallocations entre secteurs. À côté de ça, on peut avoir des ampleurs, une persistance, on l'a vu, sur les difficultés d'approvisionnement qui peuvent retarder la croissance et avoir des effets au niveau de l'inflation qui sont plus longs que prévu. Et donc ça, c'est des éléments sur lesquels on va suivre assez attentivement ces éléments-là. C'est pour ça qu'on révise de manière régulière, hein, nos différentes prévisions, hein. Vous l'avez vu, on a eu de cesse de réviser à la hausse. On a aussi révisé à la baisse nos prévisions macroéconomiques sur les croissances de PIB, compte tenu des éléments d'incertitude qu'on avait sur le mois de décembre. Voilà, tous ces éléments-là peuvent peser sur les trajectoires qu'on a établies sur les années 2022, 2023 et 2024. Voilà bon, je répondrai à vos questions, hein, si besoin. Juste après, je vais peut-être laisser la parole sur la partie régionale qui va faire le complément et passer la parole à Fabrice sur ce point-là. Est-ce que Merci Fabrice Fabrice, nous entend? c'est à vous. Oui, merci David. Donc on va essayer effectivement de faire le plus synthétique possible pour permettre après à Anne d'embrayer derrière avec la présentation effectivement
du baromètre de la Corrèze. Donc, bilan 2021, perspective 2022. Notre enquête a été réalisée en fin d'année dernière et début d'année sur la base des réponses qui ont été fournies par un peu plus de 3500 chefs d'entreprise représentant plus de 260 000 emplois au sein de la Corrèze. Alors, notre enquête, elle n'est pas exhaustive, hein. On ne couvre pas la totalité des emplois, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a pu interroger 69% des entreprises dans l'industrie, 33 dans les services et 36 dans la construction. Globalement, on interroge des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 euros. Donc, les TPE sont un tout petit peu moins concernés. On verra tout à l'heure dans les services que nous n'interrogeons pas tous les secteurs d'activité, ce qui permet d'avoir un lien de complémentarité avec effectivement la présentation des études et du baromètre. Pour la slide suivante. Donc, l'activité industrielle globalement résiste bien aux tensions d'approvisionnement et de recrutement et confirme donc une nette reprise en 2021. 2021, plus 9,8%. La tonicité de la demande alimente toujours les commandes et la production continuerait de progresser à un rythme certes un peu moins élevé en 2022, puisqu'en 2022, on aurait 6,6%. Bien sûr, les difficultés de recrutement qui affectent particulièrement certains secteurs et des problèmes de recrutement constatés sont constatés dans une entreprise sur deux, comme l'évoquait tout à l'heure David. Alors, ça a été plus compliqué effectivement au moment où la relance a été la plus forte de trouver effectivement du personnel qualifié. Pour vous donner un petit indicateur, en plus de ce qui est indiqué ici, le taux de chômage en Corrèze est de 6,6%, il est de 7,3% au troisième trimestre en Nouvelle-Aquitaine, hein, alors qu'il est de 7,9% au troisième trimestre au niveau national. Ce qui montre que nous sommes proches du plein emploi en Corrèze, qui est même atteint ce plein emploi du côté du sel, puisque je crois que nous sommes aux alentours des 5,2%. Donc, il peut y avoir des difficultés effectivement sur les recrutements. Ce qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Pianezza, là, justement sur les difficultés de recruter des gens avec des savoir-faire ou des forts potentiels, fait qu'effectivement, il peut y avoir des contraintes sur certains emplois. Globalement, l'emploi résiste, même si effectivement, on voit qu'il est en léger retrait, mais les heures supplémentaires, en tout cas la consommation d'heures supplémentaires qui a été effectuée au cours de l'année 2021 est liée au fait du moindre recours, on va dire, à l'activité partielle. Pour autant, on n'est pas dans une augmentation d'effectifs sur cette année. Les projections de l'année 2022 sont plutôt avec des tendances, effectivement, encore avec de la croissance. Et en matière d'effectifs aussi, les rentabilités sont globalement en hausse et les investissements aussi. Donc la slide suivante. Voilà. Donc après un choc, comme on disait, 2020, qui a été très très fort, l'industrie néo-aquitaine connaît donc un fort rebond en 2021, freiné toutefois par des tensions sur les matières premières et sur le recrutement de personnel. La fabrication de matériel, d'équipements électroniques et électriques et les autres machines signe l'une des plus fortes 11 avec plus 11%. Pourtant, malgré tout, ralenti sur ce second semestre par des problématiques d'approvisionnement en composants électroniques. L'industrie alimentaire subit, elle, quant à elle, une nouvelle crise liée à la grippe aviaire, mais progresse globalement grâce à une forte reprise des exportations au niveau du cognac. Le redressement se relève plus progressif dans le matériel de transport, effectivement, lié notamment par le compartiment de l'aviation commerciale civile qui ne profite pas encore des carnets de commandes qui commencent à se remplir au niveau des grands donneurs d'ordre. L'industrie automobile, elle, apparaît largement pénalisée par les difficultés d'approvisionnement et il y a un redémarrage un peu plus rapide, mais on n'est pas forcément bien concerné en Corrèze par la construction de bateaux de plaisance. Les autres produits industriels, eux, qui représentent un peu plus de 50%, hein, la répartition au niveau de l'industrie, c'est 50% sur les API et le reste réparti en un tiers. Les autres produits industriels, eux, progressent globalement et supportent entre autres des fortes hausses de coûts, en particulier sur l'énergie, et des difficultés d'approvisionnement. Donc, la tendance sur les autres produits industriels s'inscrit dans un mouvement généralisé des segments en début de difficulté. On voit qu'il y a un bon rebond au deuxième trimestre sur la production métallique et métallurgique. Les matériaux non métalliques bénéficient de la reprise du BTP. La chimie profite à nouveau des débouchés sur la partie du compartiment parfumerie cosmétique.
Et la branche papier-carton s'inscrit dans une bonne dynamique grâce au e-commerce et des emballages plus largement. Bon, il y a aussi une forte croissance au niveau des sacs recyclables notamment. La filière bois, elle, répond à une forte demande pour la construction-rénovation. Si on regarde les perspectives 2022, la répartition de la conjoncture industrielle reste favorablement orientée, plus 6,6. On voit que tout le monde progresse, y compris le matériel de transport qui progresse effectivement. Donc tout le monde va en bénéficier globalement, même si effectivement il pourrait s'avérer que ça pourrait être en fonction des évolutions de la crise sanitaire, et on l'a bien vu sur ce début d'année, puisque selon notre enquête qu'on réalise tous les mois, qui s'appelle Tendance régionale, on voit qu'effectivement l'absentéisme qui a été la conséquence de la 5e vague épidémique qui a contrarié quelque part notre dynamique au niveau de l'industrie, fait que ces arrêts maladie ont généré des tensions sur les chaînes de fabrication, et donc on ralentit quelque part cette activité sur le mois de janvier. Donc les perspectives qui avaient été orientées par les chefs d'entreprise en fin d'année, on voit bien que dès ce début d'année, elles peuvent être pondérées par cette problématique effectivement liée à la 5e vague sur ce début d'année. Si on fait un petit focus avant de passer à la rentabilité, mais je reste sur la diapo précédente, vous pouvez rester dessus, mais je voulais juste faire un petit focus sur les effectifs, juste pour dire que la plus forte contraction en matière d'effectifs est liée, mais ça étonnera personne, à la construction aéronautique et spatiale qui baisse de 6,6%, et c'est lié principalement à la problématique du trafic aérien. La matériologie intégrée dans les chaînes de sous-traitance aéronautique, elle aussi, a pâti de cette contrainte. D'un point de vue global, les effectifs augmenteraient de 2%. Les chefs d'entreprise privilégieraient massivement quand même globalement un renforcement des embauches en contrepartie d'un moindre recours à l'intérim, hein, puisqu'on aura une visibilité qui, on l'espère, nous fera sortir au fur et à mesure de cette crise sanitaire, nous permettra d'avoir une visibilité un peu plus lointaine en matière d'effectifs. Donc moins de recours à l'intérim, plus d'embauches durables, mais bien sûr toujours cette problématique de trouver du personnel qualifié en adéquation avec les besoins. Donc, on peut passer maintenant à la diapositive suivante. Globalement, une amélioration des rentabilités qui a été constatée sur l'exercice 2021, avec effectivement un solde positif d'opinion entre ceux qui prévoient une hausse de rentabilité et ceux qui prévoient une baisse de rentabilité, qui va être dans une tendance sensiblement identique sur l'exercice 2022, où on a une amélioration des rentabilités qui se situe aux alentours des 40%, alors qu'on a une baisse des rentabilités qui se situe aux alentours des 10%. Voilà, avec globalement un solde d'opinion positif à 29%. Donc, des rentabilités qui devraient s'améliorer, avec effectivement, sous réserve bien sûr des aléas qu'on a évoqués tout à l'heure, la hausse bien sûr des prix des matières, la problématique d'approvisionnement et la boucle prix-salaire, comme on l'évoquait tout à l'heure, puisque effectivement il peut y avoir des négociations de certaines branches qui pourraient réduire les rentabilités et pas avoir de répercussions tout de suite sur les prix de produits finis. Si on peut voir la diapositive suivante. Donc, les investissements productifs industriels se relèvent massivement en hausse, hein, souvent par effet de report de l'attentisme qui avait été constaté effectivement en période et en début de crise sanitaire en 2021. La fabrication de matériel de transport a été en hausse, c'est l'anticipation effectivement des carnets de commandes qu'on évoquait tout à l'heure. Les équipements électroniques et autres machines, eux, après un repris très fort en 2020 puisqu'ils étaient à moins 28,8, enregistre un net rebond en 2021 à 31,1. Dans l'industrie alimentaire, on est à plus 11,1. Au sein des autres produits industriels, effectivement, là aussi, on enregistre plus 7,8% en matière de hausse. 2022, les projections d'investissement se renforcent encore, sous l'effet notamment du plan de France Relance, un petit peu moins sur l'industrie alimentaire, puisqu'il y avait eu des efforts qui avaient été entamés dès 2021 pour compenser. Donc, c'est une baisse, mais il y avait une anticipation qui avait été effectuée en 2021. Si on peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, les services marchands. Alors, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est encore plus vrai sur les services marchands. L'échantillon ne comprend pas une partie de certains secteurs, notamment la restauration, la gestion de salles de spectacle et les coiffeurs. D'où le fait d'avoir un intérêt
d'avoir une oreille très attentive à la restitution du baromètre, puisque dans la restitution du baromètre, les CHR sont un secteur très, très identifié notamment. Donc, globalement, ce qu'on peut constater sur notre exercice, c'est qu'on a un exercice 2020 qui avait été marqué fortement par la pandémie. Globalement, l'exercice 2021 voit un retour de l'activité avec 9,8%. Tous les secteurs n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, hein. Je pense notamment à l'hôtellerie qui n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant-crise. L'exercice 2022 devrait voir des projections, effectivement, là aussi, on avait anticipé avec des projections en hausse. Mais des projections en hausse qui sont liées aussi à l'allègement des mesures sanitaires qui nous permettraient effectivement un retour, je pense notamment à l'hôtellerie, un retour effectivement du tourisme étranger qui pourrait être fortement arrivé au courant de l'été. Donc on table sur une situation effectivement avec un retour. Tous les secteurs sont globalement en hausse. On a des secteurs qui globalement se situent mieux. Notamment, on pense effectivement à tout ce qui est les services d'information qui progressent avec 13,3%, bénéficiant effectivement de la digitalisation des entreprises et la transformation forcée pour certaines de la numérisation liée notamment au déploiement du télétravail. Le recours au télétravail massif effectivement a permis pour certaines entreprises en tout cas du secteur de services d'information de voir leur chiffre d'affaires progresser. Le chiffre d'affaires des activités spécialisées du transport, notamment logistique et entreposage, et des agences de travail temporaire progresse aussi fortement. Bon, voilà, pour cette dernière, cette évolution reflète l'amélioration de la situation économique et les besoins accrus en personnel, sachant qu'effectivement, ils auraient pu faire encore plus, ils auraient pu recruter eux-mêmes du personnel, affecter plus de monde, mais ils ont eu aussi faute de candidats. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas toujours les candidats, donc ce qui fait que toutes les demandes formulées par les chefs d'entreprise ne sont pas toujours pourvues. En ce qui concerne l'exercice 2022, les chefs d'entreprise anticipent donc une nouvelle progression de leur chiffre d'affaires. L'hôtellerie, particulièrement impactée par la pandémie, table sur une amélioration de la fréquentation, la poursuite de la croissance au niveau informatique, notamment liée effectivement à la cybersécurité et au développement de la sécurisation au niveau du travail à distance. Pour les agences de travail temporaire, effectivement, on devrait avoir quelque chose qui se normalise. Le transport entreposage devrait, lui, avoir une évolution un tout petit peu moins favorable, avec un ralentissement effectivement de l'activité. Hein, c'est en tout cas ce qu'appréhendent les chefs d'entreprise. Au niveau des effectifs, eh ben, on a une croissance qui continue, 3,5% en 2021, 3,3% pour l'exercice 2022. 2022, l'emploi continuerait donc de progresser, quasiment au même rythme que 2021, mais cette évolution se ferait au détriment du personnel intérimaire, comme évoqué tout à l'heure. Les dirigeants privilégiant globalement le renforcement de leur effectif permanent. Les intentions d'embauche sont beaucoup plus marquées au niveau des services informatiques, confrontés effectivement à des difficultés de recrutement sur des profils spécifiques. Alors, on en parlera tout à l'heure, ce qui est le cas aussi pour certains emplois du bâtiment, entre autres. Si on peut aller sur la partie suivante, au niveau des rentabilités. Donc, dans les services, plus de la moitié des emplois se situent parmi des prestataires dont la rentabilité est stable globalement en 2021. Bon, là, je vous les ai fait tout à l'heure, je vous ai fait une accélération sur les rentabilités des chiffre d'affaires. Mais globalement, si on revient à et je ne vois pas Fabrice, je ne sais pas la si vous nous précédente. Est-ce qu'on peut entendez, revenir à mais la 29, s'il vous plaît, 2 petites on secondes? est coupé, Fabrice. Vous nous entendez? Donc, oui, voilà. Globalement, effectivement, on est déjà passé aux investissements. D'accord. J'aurais voulu passer à la 29, s'il vous plaît, avant de passer à 31. Je voulais faire un petit. Il semblerait que vous ne m'entendez plus. Non, on est régulièrement coupé, en fait. Allô? Oui, vous êtes régulièrement coupé, Fabrice. Vous nous entendez? On va attendre quelques secondes.
Allô? Est-ce que Oui, vous Fabrice? m'entendez? Oui, on Là, vous on vous entend. entend. Oui, oui, très bien. Allô? Oui, on vous entend, Fabrice. Ah, c'est parfait. Excusez-moi, ma connexion n'est pas très bonne. Heureusement que j'ai coupé la vidéo parce qu'autrement, ça aurait été une catastrophe. D'accord, très bien. Donc voilà, je disais que globalement, les Non, Fabrice, on vous a pas du tout. hébergements tablent sur une forte croissance qui sera un petit peu Non, on ne vous entend plus, Fabrice. moins. La difficulté va être le. Est-ce que peut-être David peut peut-être prendre la parole en lieu et Ouais, place ouais, de. Ouais, je vais Voilà, parce prendre que le je pense que la relais. connexion est très très mauvaise du côté de Fabrice. Merci. Oui, oui. Oui, on peut passer sur la partie des. Derrière. Ouais, vous m'entendez bien, moi? Parce que Oui, oui, je tout suis à fait, oui. je suis pas au même endroit que lui, donc on diversifie. Oui, sur la slide d'après, bon, sur la slide 30, on était sur les. Au niveau des rentabilités. Alors, les rentabilités, alors que comme l'a dit Fabrice, on est sur des soldes d'opinion. Moi, je la vois pas passer. Voilà, c'est ça. Voilà, donc elle est mesurée par rapport à 2021, par rapport à ce que pensaient donc les chefs d'entreprise. En 2021 comme en 2022, il y a à peu près 30% des entreprises interrogées sur les services qui anticipent une hausse de leur rentabilité. Et à peu près 60% sur 2022 qui font des projections sur une stabilité et seulement une entreprise, enfin un service sur 10, c'est-à-dire 10% des entreprises qui anticipent une baisse de la rentabilité à ce niveau-là, et ce, malgré les hausses, les hausses de prix qu'on a pu constater. Alors Je pour suis conclure revenu. oui, Je ne sais pas si vous bah, m'entendez. tu es toujours très saccadé, quoi. Moi, j'entends saccadé. Je ne sais pas si c'est audible par les autres. Oui, ça va. Oui, David. Ouais, vas-y, essaye, sinon je prendrai le relais, vas-y. Il vous reste 5 minutes, messieurs. Ah, je suis toujours. Mince. D'accord. OK. Bon, ben, prends le relais alors si je suis très saccadé. Ok, donc, OK. ouais, alors il reste 5 Eh minutes. ben, Alors, je fais au mieux. Voilà. Donc, globalement, les investissements, donc on est. Non, en fait, c'est toujours pareil, Fabrice. Il vaut mieux que Oui, David. donc je disais que les investissements. Il vaudrait Bon, ben, mieux je que laisse la main à David David alors. termine. Oui, Allez-y. merci, Fabrice. Ouais, ouais. Bon, désolé pour les problèmes techniques. Donc, pour résumer sur les services, alors au niveau investissement, alors ce qui est prévu, c'est secteur par secteur. Donc, on a une progression, c'est significatif, et ce qui ressort, ce qui ressortait tout à l'heure au niveau macroéconomique. Donc, on a des prévisions 2022 avec des intentions d'investissement qui sont très, très marquées dans l'ensemble des secteurs, et plus particulièrement sur la partie hébergement. Donc, et ça fait suite aussi, et bien entendu, à une année 2020 qui a été beaucoup plus mesurée, notamment dans tout ce qui était programme de rénovation. Voilà, donc on a une hausse aussi qui est attendue sur la partie transport et entreposage. Et pour tout ce qui est alors, bon, globalement, tout ce qui concerne la modernisation des infrastructures et des services de transport, notamment pour ce qui est port de Bordeaux et de La Rochelle, qui vont pousser cette activité-là. Voilà, donc une orientation qui est très, très positive pour l'ensemble des branches sur la partie service en matière d'investissement. Alors, pour conclure très vite sur la partie construction, alors pour mémoire, on avait un chiffre d'affaires qui était, on est bien passé dessus, je ne le vois pas. OK. Voilà, c'est bon. Voilà, pour mémoire, on avait un chiffre d'affaires qui était prévu dans notre enquête de milieu année en progression à environ de 11%, et des effectifs enfin quasiment stables, puisqu'on était à peu près, à l'épaisseur du trait, on était à 0,4% sur notre enquête de mi-année. Bon,
par rapport à les perspectives 2022, hein, la production progresserait, mais de façon plus limitée que celle qu'on a constatée en 2021, hein, puisque 2021, on progresserait un peu plus que ce qui était escompté en milieu d'année. Les projections pour 2022 sont un peu plus faible. Alors, il y a plusieurs explications, hein, qui peuvent expliquer la difficulté, notamment alors, même si les carnets de commandes sont plutôt bien orientés sur la partie construction, et souvent à des niveaux d'ailleurs historiquement hauts, les chefs d'entreprise ont de réelles difficultés pour recruter. Ce qui les contraint, hein, parfois même à, bah, à tenir les délais, hein, les délais de réalisation sur la plupart des chantiers. Et malgré ça, alors ils prévoient une toute petite augmentation de 1,4% sur la partie effectif. Ce qui va être plus compliqué, c'est la répercussion, hein, de la hausse de l'ensemble des prix matières dans ce contexte-là et dans un contexte aussi d'augmentation salariale. Mais malgré tout, globalement, l'ensemble des chefs d'entreprise sur le secteur anticipent, hein, une amélioration de leur rentabilité pour l'exercice 2022. L'année 2021, hein, donc, a profité sur l'investissement de l'effet report, hein, de l'annulation notamment de nombreux programmes, compte tenu du manque de visibilité qu'on pouvait avoir sur 2020. Donc sur 2021, une augmentation, il y avait une hausse assez significative des investissements qui était liée, hein, notamment au fort redémarrage de l'activité, tout en assurant bien sûr la sécurité sanitaire sur les chantiers, ce qui s'est traduit aussi par un certain nombre d'investissements supplémentaires. Alors, voilà la différenciation entre bâtiments, grosses œuvres, seconde œuvre et travaux publics. Bon, vous pouvez voir, hein, que sur la partie 2021, donc fort des carnets de commandes et des faits reports, on a des augmentations très significatives, notamment sur la partie travaux publics. Ça sera beaucoup moins vrai sur les perspectives 2022, puisque même si les perspectives demeurent favorables, on a quand même une hausse qui est beaucoup plus limitée globalement à 2,4% sur l'ensemble du secteur BTP. Voilà, même si on a une visibilité, hein, avec les carnets de commandes, on a toujours des incertitudes qu'on a déjà évoquées, hein, la hausse des prix des matières, de l'énergie et surtout dans ce secteur, la pénurie de main-d'œuvre. Voilà, sur les rentabilités, alors 40% des entreprises, hein, qui ont constaté une hausse de leur rentabilité sur l'exercice 2021. Ce sera un peu moins sur 2022 par rapport au solde d'opinion. Majoritairement, hein, l'essentiel des entreprises du secteur, donc ça 60%, anticipent, hein, davantage une stabilité de leur rentabilité et seuls, hein, 10% escomptent une baisse de leur rentabilité, niveau relativement stable par rapport à celui de 2021. Voilà, et pour conclure, hein, sur l'évolution des investissements au niveau de la construction. Alors sur 2021, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'investissement 2021 avait progressé, hein, qu'on soit sur le gros œuvre, le second œuvre ou les travaux publics, sous l'effet des reports de programmes. Sur 2022, après le rebond, les investissements, hein, vont retrouver un niveau beaucoup plus habituel et l'ensemble des secteurs, hein, anticipent une baisse de leurs investissements sur horizon 2022. Comparé à 2021, mais bien entendu, on a un effet de base puisque 2021 était anormalement. On avait des investissements qui étaient beaucoup plus significatifs que ce qu'on avait connu, qui eux-mêmes étaient le corollaire d'un exercice 2020 de sous-investissement. Voilà, on a un petit peu été obligé de s'adapter et de déborder un peu sur le timing. Je suis désolé. Passer la main à Anne. Merci beaucoup à la Banque de France. Anne, tu peux prendre la suite avec le baromètre conjoncturel de la Corrèze. Merci Cécile. Je vais en effet vous présenter les résultats de notre 19e édition de notre baromètre conjoncturel départemental. D'après une enquête d'opinion que nous conduisons de manière semestrielle auprès des dirigeants d'entreprises du département, une enquête qui, en l'occurrence, a été administrée en ligne du 4 au 17 janvier dernier. Une enquête qui s'inscrit dans le cadre d'une consultation menée à l'échelle régionale sous l'égide de la CCI de Nouvelle-Aquitaine et qui donne lieu également à une publication
de résultats régionaux. Concernant la Corrèze, nous avons constitué un panel de 355 répondants, nous permettant d'extraire des résultats sectoriels pour chacun des 5 grands secteurs que nous suivons, à savoir l'industrie, le bâtiment et des travaux publics, le commerce, les services et le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Celles et ceux qui ont l'habitude de suivre nos présentations le savent, nous exprimons un certain nombre de résultats sous forme de solde d'opinion, à savoir la différence entre la proportion de répondants qui ont constaté ou qui entrevoient une amélioration de leurs résultats et la proportion de répondants qui expriment un avis contraire. Tout d'abord, quels sont les résultats à l'échelle de l'ensemble de notre panel et concernant plus particulièrement le deuxième semestre 2021? En matière de chiffre d'affaires, les données parlent d'elles-mêmes. 42% de nos répondants ont bien constaté une amélioration de leur chiffre d'affaires. Le solde d'opinion redevient positif, plus 19. Donc, on peut bien là observer ce rebond, cette reprise de l'activité sur les 6 derniers mois de l'année 2021. En matière de marge, en revanche, sous l'effet du renchérissement du prix des matières premières, des coûts énergétiques, des hydrocarbures, 37% de nos répondants ont constaté une contraction de leur marge. Le solde d'opinion est négatif, même s'il est en amélioration par rapport aux dernières enquêtes conduites depuis la crise sanitaire. En matière de trésorerie, l'augmentation du chiffre d'affaires se répercute en matière de trésorerie, puisque 48% de nos répondants ont constaté une stabilisation de leur trésorerie et même 24% ont pu constater une amélioration de leur situation de trésorerie. Le solde d'opinion est toujours négatif, mais vous le constatez sans commune mesure avec les résultats recueillis depuis la crise sanitaire. Sur les délais de paiement, la tendance est à une stabilisation des délais. L'élément très positif, c'est la dynamique en matière d'investissement, puisque 46% de nos répondants nous ont dit avoir réalisé des investissements au cours de ce deuxième semestre 2021. Et donc, vous le voyez, nous sommes sur des pourcentages d'entreprises ayant investi même supérieurs à ce que nous observions juste avant la crise sanitaire. Des investissements qui portent principalement sur les moyens de production, mais aussi sur l'immobilier ainsi que sur la transition numérique. À noter la progression des investissements en matière de transition écologique, puisque nous avons gagné 4 points par rapport aux investissements sur le premier semestre. En matière d'effectifs salariés, la majeure partie de nos répondants ont stabilisé leurs effectifs salariés. Le solde d'opinion même redevient légèrement positif. Pour autant, ces entreprises qui ont eu des besoins de recrutement au cours du deuxième semestre n'ont pas toutes pu concrétiser ces recrutements. 27% seulement des entreprises ayant cherché à recruter ont pu réellement donc satisfaire leurs besoins en recrutement. Beaucoup n'ont pu le faire que partiellement et 29% n'ont même pas pu concrétiser leurs besoins en recrutement. Des difficultés qui se concentrent principalement sur le manque de candidats, autrement dit pas ou peu de CV reçus pour un poste. Alors, ces difficultés de recrutement ont un réel impact sur l'activité de l'entreprise. 45% estiment même que cela affecte d'ores et déjà le niveau d'activité de l'entreprise. Ces difficultés de recrutement ne sont pas les seules. Les entrepreneurs que nous avons interrogés donc expriment également des difficultés en matière par rapport au renchérissement du prix des matières premières, par rapport aux difficultés d'approvisionnement. Et certains même donc constatent une baisse des commandes et donc une baisse de la demande.
Un point que nous avons cherché également à préciser, c'est la question de la hausse du prix de l'électricité et son impact sur les entreprises de Corrèze. Alors, la CCI de Nouvelle-Aquitaine a conduit une enquête spécifique sur ce sujet du 25 au 30 janvier et donc 90 entreprises du département ont répondu à cette enquête. Il s'avère que 81% des répondants du département nous disent être impactés par cette hausse du prix de l'électricité. 52% même nous dit l'être de manière significative et 33% de manière très significative. Tous les secteurs d'activité sont impactés. Cela impacte la trésorerie directement, mais cela impacte aussi, dans certains cas, l'activité même de l'entreprise. Dans 24% des cas, cela se traduit par une réorganisation de l'activité, voire dans 9% des cas par un arrêt d'activité énergivore et même, dans un certain nombre de cas, cela se traduit par un recours à de la sous-traitance, à une délocalisation des activités énergivores. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour le premier semestre 2022 ? Là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 47% de nos répondants entrevoient une stabilité de leur chiffre d'affaires, mais 29% une détérioration. Vous constatez que le solde d'opinion, qui était positif il y a 6 mois en termes de... Là, nous sommes sur des anticipations. Nous étions sur un solde d'opinion positif, plus 19. Redevient négatif, sans commune mesure, cela dit, avec les anticipations exprimées au tout début de la crise sanitaire. Les marges également, 39% entrevoient une contraction des marges dans les 6 mois à venir et le solde d'opinion est négatif et même se creuse, puisque de moins 16, nous passons à moins 30. En matière de trésorerie, inévitablement des répercussions également. 33% anticipent une détérioration de leur situation de trésorerie. Et le solde d'opinion, là, devient négatif alors qu'il était positif lors de notre précédente enquête. Sur les délais de paiement, la tendance est à une stabilisation de ces délais. Sur les effectifs salariés, nous pouvons constater que la majeure partie des entreprises entendent maintenir leurs effectifs salariés. Mais le solde d'opinion qui était positif lors de l'enquête que nous avons administrée en juin-juillet est maintenant tout juste équilibré. Sur les investissements, 41% de nos répondants entendent mener à bien des projets d'investissement sur le premier semestre 2022. Vous voyez que ce pourcentage est en constante augmentation et que nous retrouvons là aussi un niveau comparable à ce qu'il était juste avant la crise sanitaire. Des investissements qui toujours concernent les moyens de production, l'immobilier et la transition numérique. Dans ce contexte, 65% des dirigeants se disent plutôt confiants en l'avenir de leur entreprise. Le solde d'opinion est positif, mais nous pouvons constater un léger retrait par rapport à notre précédente enquête de juin dernier et également en léger retrait par rapport aux résultats que nous pouvions recueillir avant Covid. 45% des dirigeants se disent plutôt confiants en l'avenir de l'économie nationale. Pour autant, le solde d'opinion demeure négatif, mais nous pouvons constater que le niveau de confiance est en nette progression par rapport à nos précédentes enquêtes. Rapidement, quels sont les résultats sectoriels, sachant que vous pourrez avoir accès à notre publication où ces données sont détaillées. Concernant l'industrie, nous pouvons noter un net rebond au deuxième semestre 2021. Nous voyons avec les soldes d'opinion exprimés en matière de chiffre d'affaires et de carnet de commandes, mais les anticipations sur le premier semestre sont nettement plus prudentes. Pour autant, 63% de notre panel envisage d'investir dans les 6 prochains mois.
Concernant le bâtiment et les travaux publics, une activité, nous le savons, qui est extrêmement liée aux calendriers électoraux, on peut noter un net rebond de l'activité au deuxième semestre, mais des perspectives nettement en retrait, par manque de visibilité notamment concernant le premier semestre. Pour autant, 31% de notre panel envisage d'investir dans les 6 prochains mois. Dans le commerce également, même scénario, une nette reprise de l'activité au deuxième semestre, mais des anticipations qui sont en baisse. Des perspectives toutefois en matière d'investissement, y compris dans le secteur commercial. Dans les services, une activité en hausse au deuxième semestre, mais des prévisions nettement en recul par rapport donc au prochain semestre. Notons le fort pourcentage d'entreprises qui, dans les services, envisagent d'investir dans les 6 prochains mois. Dernier secteur, le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Donc là, les soldes d'opinion sont à nouveau négatifs. Cela dit, une très légère amélioration a été notée sur le deuxième semestre 2021. En raison notamment des très bons résultats de la saison touristique 2021. Mais nous pouvons constater que nous sommes sur une activité qui est encore fragilisée par le contexte sanitaire. Malgré tout, dans ce secteur également, un tiers des entreprises envisagent des investissements dans les 6 prochains mois. Donc, en résumé, nous pouvons dire que par-delà des résultats hétérogènes d'une entreprise à l'autre et aussi selon les secteurs d'activité, dans l'ensemble, nous avons bien constaté une nette reprise de l'activité au deuxième semestre 2021 et de ce fait, associé également aux mesures de soutien gouvernemental consécutivement à la crise sanitaire, nous avons pu mettre en exergue un réel rétablissement de bon nombre de trésoreries d'entreprises. Le bon niveau d'investissement est également à souligner, particulièrement dans les moyens de production, dans l'immobilier, dans le numérique. Toutefois, nous constatons une tendance à la contraction des marges en raison, nous l'avons dit, du renchérissement du prix des matières premières et notamment du coût de l'énergie. Nous avons également pu mettre en évidence des tensions sur le marché de l'emploi, affectant même, dans certains cas, l'activité de l'entreprise. Et dans ce contexte de reprise que certains ont qualifié de reprise sous tension, en raison de la hausse du prix des matières premières, de l'énergie, des difficultés de recrutement, mais aussi par manque de visibilité, eh bien, les perspectives exprimées par les dirigeants sont en retrait pour les 6 prochains mois, que ce soit en matière de chiffre d'affaires, concernant les marges, concernant la trésorerie. Pour autant, et c'est un élément très rassurant, les projets d'investissement demeurent à un niveau élevé, avec un pourcentage d'entreprises qui projettent d'investir dans les 6 prochains mois qui est comparable à celui que nous pouvions relever avant Covid. Je tiens à nouveau à remercier les 355 entreprises de Corrèze qui ont participé à cette nouvelle consultation. Merci beaucoup Anne et merci à nos intervenants. Je pense que nous pouvons maintenant passer aux questions, prendre quelques minutes supplémentaires de votre temps. Une question notamment de Monsieur Pianezza concernant le recrutement et les difficultés de recrutement et l'attractivité du territoire. Donc une question que nous allons poser à Françoise Kerr. Je vous la livre. Pour beaucoup de nos entreprises, le recrutement est un véritable frein. Pas forcément par un manque de candidats, mais par un manque de compétences, de talents. Avec un territoire aussi attractif par la qualité de vie, pourrions-nous communiquer davantage sur notre belle terre d'accueil corrézienne et chercher de forts potentiels? Un peu plus loin, demande Monsieur Pianezza. Françoise Kerr, qu'en pensez-vous? Alors, cher Anthony, évidemment, je ne peux que confirmer ce besoin comment dirais-je, de recrutement et de recrutement, je dirais, au niveau, en termes de formation, hein, bien entendu, des collaborateurs que vous recherchez tous. Donc la question est là, c'est l'adéquation aussi des collaborateurs que vous recherchez et des postes que vous avez à pourvoir. La difficulté de l'attractivité du territoire, certes, il est très attractif. Je crois que ça mérite un travail en profondeur, sans doute de la part de la CCI, mais en partenariat avec, bien entendu, soit
le département, soit des collectivités et soit bien sûr les principaux acteurs qui sévissent dans ce domaine de l'emploi, peut-être qu'on pourrait mettre en œuvre une manifestation en ce sens. Là, il faut y réfléchir et pouvoir la bâtir ensemble, car je connais l'urgence et on l'a vu dans les résultats que nous venons de constater à l'instant. Pour certains d'entre vous, c'est carrément une difficulté de production. Maintenant, c'est une question, d'abord, chaque département cherche à promouvoir l'attractivité de son territoire. Le bien vivre est une chose. La difficulté de déplacer des familles entières, puisqu'il s'agit souvent de ces questions-là qui ont investi dans leur région, est un autre problème. Donc ce problème aussi de mobilité est une question essentielle qu'il faut résoudre. Donc on pourrait travailler sur ce sujet ensemble avec les différents secteurs d'activité. Moi, je suis tout à l'écoute de vos propositions éventuelles de pouvoir répondre à cette demande que vous avez qui devient de plus en plus urgente pour les entreprises. Donc je suis tout à l'écoute de vos propositions et nous pourrions travailler ensemble sur ce sujet avec d'autres partenaires, bien entendu, de ce secteur du recrutement. Ai-je répondu à ta question, Tony? Oui, tout à fait. Je crois qu'il nous confirme que vous avez bien répondu à cette question. Donc, voilà, on a dépassé un Est-ce que d'autres entreprises quelques... ont cette même demande? Parce qu'il est important de savoir aussi si elles ont sur ce sujet des questions importantes. Même si nous ne sommes pas l'acteur principal en termes de recrutement, nous pourrions fédérer l'ensemble des énergies du département sur ce sujet pour essayer d'aller capter ailleurs de l'activité et des collaborateurs. Mais il faudrait effectivement que nous ayons d'autres sources, d'autres entreprises en demande. Donc, je suis prête à répondre à leurs demandes. Y a-t-il d'autres questions? Pour le moment, il ne semble pas que nous ayons de questions supplémentaires. Nous allons maintenant clore ce webinaire. Merci de votre attention à tous et merci aussi à nos intervenants. Désolée d'avoir dépassé de quelques minutes le délai. Nous vous donnons rendez-vous si vous voulez retrouver les résultats du baromètre dès ce soir sur notre site internet www.corrèze.cci.fr et nous vous remercions pour votre attention. À très bientôt.